Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et ce soir avec Cécile Maire. Bonsoir Cécile. Bonsoir Sana. Comment vas-tu? Très bien, en pleine forme pour la conférence. Ah, c'est génial, génial. Beh, nous aussi, on est en pleine forme. On est ravis de te retrouver et on est ravis que tu aies bien voulu participer à ce sommet qui est toujours d'actualité, tous ensemble unis face au Covid, vérité, liberté, solidarité. Et tu as bien voulu aujourd'hui eh bien présenter aussi, te présenter, pardon, nous présenter le Feng Shui aussi, ce qui est une des spécialités. Je rentrerai un petit peu plus dans le détail là-dessus. Et puis surtout, bien vouloir proposer un atelier à prix libre pour nos chers auditeurs présents que je vois là. Je vois qu'ils arrivent progressivement et on va donc prendre quelques instants pour vous accueillir. J'espère que vous allez bien vous aussi et nous faire un petit coucou. Alors pour qu'on puisse commencer la Vibra conférence dans de bonnes conditions, ce serait bien que vous puissiez, nous mettre un petit message dans le chat. Vous êtes sur Facebook, sur YouTube en live. Il serait intéressant. Voilà, parfait. On a déjà Nathalie, le François qui nous dit bonsoir. Génial. Alors, si vous pouvez aussi nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Un petit 5 sur 5, un petit pouce, un OK parfait. Enfin, vous avez l'habitude, hein, vous connaissez la musique. C'est juste pour qu'on puisse ensuite démarrer tranquillement dans de bonnes conditions et que vous puissiez vraiment bénéficier de cette Vibra conférence au maximum, que vous puissiez aussi être en interrelation avec nous, donc co-créer, poster vos messages et puis qu'on puisse vraiment vibrer ensemble. C'est vraiment le cas. C'est vraiment ça. Voilà, Cécile, alors j'attends, ça prend parfois un petit temps, puisque quand nos chers auditeurs nous écrivent, on a des fois des temps de décalage. Donc on va attendre tranquillement et je vais, moi, poster le titre de ce soir. Feng Shui de l'habitat, une dimension chamanique avant tout. Et j'aimerais vraiment qu'on passe sur la deuxième partie de ce titre, une dimension chamanique avant tout. On va s'atteler là-dessus. J'ai déjà quelques retours. On nous dit bonsoir tout le monde, génial. Alice, bonsoir. Car, super. Eh bien, on va pas tarder à commencer, parce que l'idée, c'est aussi que vous puissiez entendre Cécile qui est passionnée depuis toujours par l'esprit taoïste. Et c'est très tôt qu'elle s'intéresse au Feng Shui et décide de s'y former professionnellement. Pendant toute cette période, elle effectue aussi de nombreux voyages à travers le monde pour s'enrichir d'autres cultures et traditions. Je vous en dis pas plus, je vais laisser la parole à Cécile. Elle va rebondir là-dessus. Bonsoir Cécile, je te le redis. Et, Pas sûr de et bien l'entendre. ouais, on sait jamais. Et puis ben voilà, ce que je voulais vous dire sur Cécile. Je te laisse la main. Dis-moi un petit peu qu'est-ce que c'est que le Feng Shui et pourquoi une dimension chamanique avant tout? Pourquoi une dimension chamanique avant tout? C'est parce que c'est vrai, ça fait des années que je pratique le Feng Shui. En parallèle, je suis un enseignement spirituel avec un chaman yogi, justement, Loup Blanc, qui m'a énormément apporté et qui m'apporte toujours autant, mais dans une perception qui est vraiment en lien, je dirais, avec le côté ancestral du Feng Shui, c'est-à-dire toute cette dimension qui touche à la terre, hein, et toute cette dimension qui touche aux étoiles, au rythme de la terre, hein, et à tout ce qu'elle peut nous manifester, nous apporter. Et pour moi, c'est l'essentiel du Feng Shui. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager ce soir. Génial. Génial. Alors, est-ce que pour les auditeurs, alors j'entends des échos dans mon oreille, alors je ne sais pas si c'est dû à mon internet. Dites-nous si vous connaissez le Feng Shui et puis si vous avez déjà vous pratiquez d'une certaine manière. Et puis comme ça nous permettra de rebondir et ça permettra à Cécile aussi d'amorcer sa présentation. Est-ce qu'elle a à vous dire ce soir? Alors, on attend encore un petit temps et puis peut-être nous parler un peu plus de toi en attendant, dire alors ok, le Feng Shui, le chamanisme, tu as bien fait d'autres choses avant d'arriver à cela? Oui, oui, j'ai fait des choses. Oui, j'ai commencé d'abord par être éducatrice de jeunes enfants. Donc, j'ai pratiqué quelques années parce que j'ai toujours été portée vers l'autre, à l'accompagner, à aider, etc. Et puis, c'est un métier que j'ai laissé tomber rapidement parce que trop de cadres, hein, de choses qui ne me correspondaient pas. Et en parallèle, c'est vrai que la personne que je suis actuellement m'a un jour conseillé de lire un livre en Feng Shui que j'ai lu. Et quelque part, c'était une révélation sur, comment dire,
la dimension que pouvait contenir l'intérieur d'une maison, dans sa présence, sa vibration, mais aussi dans tout son espace énergétique. Et comme je rentrais en parallèle dans tous ces apprentissages de pratique énergétique, ça fait le lien sur quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, décoratrice d'intérieur, ce que je n'ai pas fait. Donc, quelque part, je suis revenue à quelque chose où on m'a apporté les choses un peu comme sur un plateau, c'est-à-dire il y avait la dimension de la maison dans son aspect décoratif, mais surtout le côté énergétique que j'ai découvert. Donc, c'était finalement mêler l'utile à l'agréable. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former au fur et à mesure du temps dans différents enseignements pour apprendre. Et c'est par la suite que tu as fait ces différents voyages, donc tu as quitté ce job et tu as commencé à voyager énormément, au Pérou notamment? Alors, j'ai quitté ce job, ouais, progressivement, enfin assez rapidement même. Et puis après, je OK. suis partie effectivement vivre à l'étranger au Pérou pour faire partie d'une équipe qui a construit un centre en Amazonie. Donc vraiment sur une terre riche d'abondance et d'enseignement et avec des moyens vraiment de ressources naturelles. Hein, je dirais, il n'y a pas d'électricité, on a vraiment tout gardé dans la simplicité et la force des éléments qui sont présents là-bas. Et puis c'est vrai que vivant là-bas, bah, quand on vit en Amérique du Sud et qu'on est de base français, cartésien, hein, les antipodes, c'est un apprentissage très très intense de découverte des énergies, de voir comment les gens vivaient, comment les climats influençaient aussi leur tempérament et la façon de gérer entre un Péruvien et un Français en termes de timing. Voilà, c'était quelque chose qui était déjà très très chaud et ça m'a appris énormément. Et c'est tout ça que je comprends quand justement je peux donner mes ateliers ou expliquer effectivement à ceux qui sont intéressés comment comprendre que chaque chose a un rythme dans la maison, dans la terre et aussi à l'intérieur de nous-mêmes, puisque ça sert de reflet en fait. Ouais, et puis donc ça a été avec un cheminement, donc tes voyages ont permis, de développer, je dirais, tes connaissances chamaniques, et est-ce que ça a permis de développer des capacités, des choses chez toi? Comment tu en Ben, es ça, venue des oui, ressentis, ça a des permis de développer beaucoup de choses dans le sens où le feng shui à l'heure actuelle me sert de base en fait de levier dans la pratique. Hein. Donc c'est d'accord. toute une étude qui se fait de façon réfléchie avec un début, une fin, mais ce qui va se glisser dedans justement, c'est toute cette compréhension de la maison, de l'habitat, mais surtout de la personne, de comment il vit les Mmh. choses. Accompagne quelqu'un dans sa maison, en fait, on traite la maison parce qu'il y a des habitants dedans, sinon on ne s'en occuperait pas. Donc en fait, on soigne la personne et on prend autant soin de la personne que du lieu lui-même, puisqu'ils sont en interaction. Mais c'est vrai qu'accompagnant aussi des personnes en parallèle en thérapie énergétique, ça me permet de rentrer dans une dimension de l'autre qui permet de sentir vraiment ce dont ils ont besoin et de les amener au cœur du rythme dont ils ont besoin. Et ça, c'est essentiel. Plutôt que de rentrer je dirais, dans des généralités qui ne sont pas bonnes pour tout le monde. Oui, complètement, Ouais. complètement. Je te rejoins complètement, Cécile, et mais du coup, je vais rebondir sur un post, celui de Haven, qui nous dit, et on va pouvoir rebondir sur le feng shui justement et je dirais peut-être la présentation de cette pratique. Bonsoir à tous, je ne connais pas cette pratique, mais si j'en ai entendu parler, même si j'en ai entendu parler. Bah, c'est un peu comme tout le monde, hein. On en entend parler par-ci, par-là, de ci, de là. Moi-même, pareil. Et j'étais curieuse. Je voulais recevoir Cécile justement pour qu'elle nous en parle, qu'elle vous en parle et qu'elle partage avec nous sa connaissance, sa pratique et comment elle leur lie avec ce qu'elle vit, avec sa pratique chamanique. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Donc, si tu veux bien, je pense qu'on pourrait rebondir sur ce post pour expliquer un peu ce que c'est le feng shui. Un peu plus que ce qu'on a déjà dit, peut-être. Le feng shui, en très court, parce que c'est Yes. un vaste sujet, c'est de permettre de placer l'être humain, homme ou femme, famille, célibataire ou couple, dans un environnement qui est bon pour lui. C'est-à-dire que selon sa typologie énergétique, hein, qui est en lien avec les 5 éléments, hein, dans la pratique de la médecine traditionnelle chinoise, donc l'acupuncture, hein, par exemple, une certaine personne va avoir une typologie énergétique et cette typologie énergétique va faire en sorte qu'elle a besoin de se connecter dans des énergies qui sont favorables pour elle et qui sont porteuses. C'est pour ça que le feng shui est très en lien avec la boussole, avec des directions cardinales, pour permettre à cette personne, justement, pour favoriser toutes ses activités au quotidien, de recevoir des énergies qui vont le nourrir,
au travers de sa maison. Donc, en fait, ce qu'on apprend, alors je parle de maison, mais je parle aussi de, comment dire, ça peut être une maison, ça peut être un appartement, ça peut être un espace professionnel, de bureau, de commerce. Et c'est vraiment de mettre en œuvre et de mettre cet espace au service de la personne. Et de faire en sorte que la personne ne va pas dans le corps énergétique, hein, parce qu'on en a plusieurs et c'est des énergies qu'on porte, mais on ne s'en rend pas forcément compte avec le temps, de mettre des énergies qui sont favorables pour nous et qui vont nous éviter de, comment dire, de compenser inconsciemment et de faire qu'avec le temps, on a des signaux d'alarme qui commencent à s'accumuler et qui font qu'à un moment, bah, le corps physique commence à lâcher. Donc le Feng Shui aide, comment dire, à mettre un cadre qui est harmonieux, qui baigne dans une énergie où ça circule au mieux pour justement aider la personne à vivre son quotidien, les relations, le travail, la concentration, un sommeil qui est ressourçant, travailler sur des projets où on peut commencer du début, aller jusqu'à la fin. Et voilà, il y a énormément de domaines à traiter. Mais le but du sujet, c'est vraiment ça. Merci. Cécile. Et du coup, alors ça s'applique comment? Tu vas sur le site ou tu reçois les gens? Comment ça se passe? Comment se fait la connexion avec ces personnes qui te demandent conseil, aide, accompagnement? La connexion, bah, c'est vrai que les personnes viennent par le site, mais souvent, ce genre de pratique, ça vient de bouche à oreille, parce qu'en fait, les personnes sont touchées par une expérience qu'elles vivent. On parle d'énergie, c'est quelque chose qu'on vit dans le corps. Donc, comme on le vit dans le corps, et ça, c'est hyper important pour moi de le signaler, de le dire, c'est que souvent, on va dire non, ça, moi, j'y crois pas, etc. Il faut faire l'expérience par le corps. Une fois que le corps a compris quelque chose, il l'intègre, il se sent bien. Donc, ça sert à rien de vouloir essayer de comprendre mentalement. Et c'est justement tout ça qu'il faut arriver à mettre de côté. Donc, les personnes transmettent une expérience. Et quand elles viennent à moi, ben, c'est oui, j'ai entendu, vous faites du feng shui, etc. Donc, le contact se fait. On fait un petit audit pour savoir voilà, d'où elles viennent, c'est quoi qui les motive, quelle est la situation de la vie qui fait qu'elles ont besoin d'évoluer sur un projet feng shui. Ça peut être un projet de rénovation, de construction ou simplement de réaménager son espace de vie. Et puis à ce moment-là, je vais sur le lieu, je prends les mesures qu'il faut avec le plan de l'habitation, parce que c'est très important d'en avoir un, pour regarder la structure et le corps de la maison. Et au fur et à mesure, ben, je commence à regarder comment la maison fonctionne, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, c'est quoi sa personnalité, quelles sont les énergies qui sont disharmonieuses dans le sens est-ce que ça stagne, est-ce que ça va trop vite, qu'est-ce que ça empêche pour les enfants, pour le mari, pour la femme, etc. Donc, en fait, on dresse un diagnostic sur le corps de la maison. On fait le lien avec ce que les gens vivent intérieurement et physiquement. Wow. Et pour l'expérience, je me souviens de mes premières expériences de pratique. À un moment, il y a des personnes qui m'ont dit vous êtes médium. Peut-être un peu finalement avec le temps, je ne sais pas. Peut-être. Mais il y a des personnes qui m'ont dit mais comment vous faites? Je dis parce qu'une bonne étude, justement, demande d'avoir un regard au-dessus des choses pour arriver à déceler ce qui va et ce qui ne va pas. Et elles m'ont dit, c'est exactement ce qu'on vit dans notre vie. Alors, comme c'était ma première expertise, j'ai fait ouf. et puis après, avec le temps, on avance sur le projet, on accompagne la personne justement dans les changements, avec des ajustements qui seront d'abord les premiers à mettre en place. Et puis on la suit, parce que c'est un accompagnement énergétique. Hein, on ne fait pas que bouger des meubles. Hein. On bouge une matière, ça sera le sujet de l'atelier, on bouge beaucoup de choses et tout ça, ça peut brasser à l'intérieur. Hein, donc, c'est important. C'est important. Merci. Merci Cécile. Tu as parlé d'atelier. Effectivement, ce soir, c'est une soirée spéciale. Vous savez que dans le cadre du sommet, on va fusionner, on va vous permettre de suivre cette belle vibra-conférence que vous suivez déjà depuis quelques minutes et ensuite de pouvoir basculer sur l'atelier que propose ce soir Cécile Merck. Et donc, si vous voulez la suivre, je vous donnerai bien évidemment le lien, puisque pour certains d'entre vous, vous êtes sur le lien public, Facebook ou YouTube. Et l'idée, ce serait de pouvoir bénéficier de cet atelier parce que vous allez sûrement voir que tout ce qu'on vous propose ce soir va être vraiment utile pour vous, de près ou de loin. Et puis, du coup, vous permettre en plus par là même d'accéder à tous les autres ateliers des autres intervenants. Puisque le pack, hein, comme il s'appelle, vous allez avoir accès à l'atelier de Cécile ce soir, mais également à tous les ateliers des autres intervenants. C'est toujours intéressant et à prix libre. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans une forme de solidarité entre, suite à ce qui a pu se faire aussi, et ce qui a pu se vivre dans le cadre de la pandémie et bien d'autres, le confinement et d'autres événements.
L'idée, c'est de vous permettre à tous de vous rassembler, à Cécile de pouvoir être visible parce que c'est quelqu'un qui est très souvent dans le présentiel. J'imagine que ça a dû être quand même compliqué, avec avec ce contexte. L'idée, c'est de pouvoir, eh bien, vous toujours vous présenter des intervenants qui sont là pour vous apporter énormément et vous accompagner, leur permettre aussi de continuer de vivre et de faire ce qu'ils ont à faire. C'est pour ça que je vous encourage à vous procurer l'atelier de Cécile ce soir et c'est à prix libre, donc sachez que ce sont des personnes qui vivent de cela. L'énergie, quand on donne de son énergie, c'est pas rien. Donc l'idée, c'est de pouvoir, voilà, vous faire fusionner tout ça, vos envies de connaître, d'avancer et permettre aux intervenants aussi de continuer leur beau travail de thérapeute et d'autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, voilà, donc l'atelier, on va peut-être par la suite en parler, mais sachez que si vous avez déjà des questions par rapport à ça, vous pouvez nous marquer cela dans les commentaires. J'aimerais mettre aussi le post de Céline qui nous dit je pratique Feng Shui et me suis inscrite à cette conférence pour l'approche chamanisme de Cécile Maire. Merci. Super. Alors, on a plein de bonsoirs, ça m'intéresse beaucoup, nous dit Jocelyne. Et puis, Jocelyne qui a dit, il y a des règles. Alors, il y a des règles à suivre. Fan de Feng Shui, c'est déjà bien de les suivre. Oui, c'est déjà bien de les suivre, les règles, j'imagine. Oui, 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 il y a des règles et en même temps, il y a des règles générales. C'est intéressant comme question d'ailleurs. Merci, Jocelyne. C'est que, en fait, quand on pratique le Feng Shui, c'est vrai qu'on peut y arriver par différentes biais, je dirais. On va lire un livre, la plupart du temps, on va aller sur Internet. Aujourd'hui, je dirais, la connaissance livresque est accessible à tout le monde. Moi-même, j'ai commencé comme ça. Mais c'est vrai qu'après, ce qui arrive justement et ce qui déclenche l'envie d'aller plus loin, de faire par exemple des ateliers, c'est qu'on arrive à une pratique qui est parfois un peu contradictoire selon le livre qu'on aborde. Et ça devient un peu compliqué. C'est comme toute chose, hein, on apprend des choses. Voilà, chaque métier s'apprend et après on peaufine, quoi. Donc il y a des règles générales qui sont bonnes, mais c'est vrai que comme on parle d'un diagnostic d'un lieu et que ce diagnostic du lieu sera évidemment différent d'un autre, il y a des règles générales dans le ressenti, dans l'approche qui seront bonnes, mais ça reste quand même un diagnostic qui est personnalisé. C'est-à-dire que des réponses qu'on va trouver dans un livre, peut-être qu'en les adaptant à notre espace de vie, il y a des choses quand même assez générales, bien sûr, hein, qui collent à l'image, mais il y aura souvent des subtilités derrière. Ça, c'est sûr. Donc, les généralités, oui. Les règles, oui, mais. Voilà, il faut toujours rester ouvert sur le reste. Parce que finalement, des fois, on fait plus de problèmes qu'autre chose. Bien sûr. Et puis, tu me diras, dans toutes les pratiques, telles que, je dirais, même celles qui s'écartent un peu de tout ça, la naturopathie ou toutes les formes de thérapie, je dirais, il y a le côté aussi holistique, c'est-à-dire que c'est de l'expérience. C'est avec cette expérience-là qu'on affine personnellement ses ressentis, qu'on maîtrise davantage ses énergies, plus on se met en contact avec différentes énergies, puis on arrive à distinguer. Donc je dirais que les règles, ça reste effectivement, comme tu disais, comment dire, un petit support, mais c'est pas quelque chose qui construit concrètement non, surtout dans ces pratiques, comme tu dis, qui sont des pratiques holistiques, ça demande de regarder l'ensemble. C'est vrai que le Feng Shui, comme l'acupuncture, parce qu'on va souvent dire que l'acupuncture est au corps humain, parce que le Feng Shui est à la maison, c'est la même dimension. Un bon acupuncteur va s'occuper de traiter le terrain et la cause, mais il va pas s'occuper, enfin il s'occupe du symptôme, mais c'est pas ça qu'il va traiter d'abord. Donc en Feng Shui c'est pareil, si une personne vient et me dit voilà on a un projet de changer, j'aimerais m'occuper de ma chambre, etc. J'entends la demande bien entendu parce que c'est un projet de cœur, c'est un projet où on a déjà cette énergie pour changer les choses, hein, on l'a peut-être attendu longtemps, donc une fois qu'elle est là on se dit bon maintenant on y va. Mais quand j'arrive dans une maison, peut-être que je vais voir qu'il y a d'abord un problème de base. C'est peut-être celui-là qui est le plus important parce que c'est là où justement il y a une énergie qui va enclencher un ensemble de problèmes sur l'ensemble de la maison. Donc au moins c'est quelque chose qui est mis en avant. La personne après elle est libre de commencer là où elle veut. Mais une bonne pratique, c'est comme un bon médecin, il va vous dire voilà, je comprends bien, mais là il faut commencer par là. Waouh. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, c'est pour ça, comme tu dis, c'est holistique, il faut tenir compte de l'ensemble. Et le Feng Shui, c'est pas quelque chose qui
qui se plaquent, quoi. C'est un ensemble. Et c'est ça qui est très beau. Et c'est comme ça qu'on peut accompagner vraiment une personne dans un changement qui est vraiment profond. Hein. Ouais, complètement. Je l'entends bien quand tu dis que tu vas déceler, faire un diagnostic, ça veut dire que parfois on n'a pas forcément la réponse tout de suite, mais on sait qu'il va falloir cheminer là, là, là et là pour pouvoir au bout du compte trouver cette harmonie chez soi, chez soi-même et puis dans son chez soi, sa maison. Et ce que je trouve intéressant pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que tu parles de cheminer. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et ça vient parce qu'on se disait en tout début avant la conférence, c'est le rythme des choses. C'est-à-dire que nous, occidentaux, on a tout facilement. Hein, on a quand même dans une vie, on est quand même gâtés. On a tous nos problèmes, bien entendu. Il y en a toujours qui ont plus que moins. Mais écouter le rythme du corps, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Écouter le rythme de la terre, je dirais, on entend plus ou moins. En attendant, pour l'instant, voilà, elle souffre, elle est malade, etc. Mais écouter ce rythme de changement quand on s'occupe de sa maison, c'est ce qu'il y a de plus important parce que quand on s'occupe d'une maison, on s'occupe de soi. Donc l'énergie qu'on va recevoir, les corps énergétiques vont demander, ils vont être très sollicités pour intégrer l'information. Un jour, on arrive sur un bureau, on a toujours fonctionné en arrivant de front, et puis tout d'un coup, hop, on va passer par la gauche. Le corps, dès qu'on fait des aménagements, le corps, le matin, revient, ah oui, c'est vrai, j'ai changé quelque chose. Mais dans le psychisme, c'est comme une boussole qui est en train de tourner, et cette boussole, en fait, on la remet dans le bon sens. Donc, c'est des énergies avec lesquelles le corps a besoin de s'adapter, de les comprendre. Et il y a un rythme à ça. Et derrière le feng shui, c'est surtout ça qui est passionnant. C'est pour ça que je parle de dimension chamanique, c'est qu'il y a les saisons derrière, il y a les intersaisons. Le printemps, c'est pas l'automne, l'hiver, c'est pas l'été. Et ça, dans une maison, on le voit, on le vit, on en est baigné toute la journée. Donc, ça demande d'accepter aussi le rythme des choses, un rythme qui est naturel. Et le feng shui, c'est à ça, en fait, que ça nous lie. C'est quelque part un rythme qui est le nôtre, qui est notre propre nature et qui est le rythme de la nature et de la terre. Et c'est de ça dont on s'est coupé. Donc, c'est pour ça que je parle de dimension chamanique parce que derrière le chamanisme, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a à boire et à manger. Mais je parle de mon expérience personnelle qui est vraiment de rentrer dans cette dimension de l'écoute du corps et de l'écoute de la terre. C'est une seule et même chose. Et ça, c'est le principe de base de l'observation du feng shui dans les temps ancestraux. C'est ça, en fait, qu'on nous enseigne. C'est pas une petite breloque qu'on met dans un coin. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la finition, je dirais, d'une expertise. Mais c'est pas ce qui est derrière. C'est pas la cause. Tu nous apprends à être au diapason. Voilà, absolument. Être au diapason de ce qui est juste pour nous. Absolument. Et si c'est juste pour nous, ce qui est bon pour nous se manifeste. Si c'est pas bon, ça se manifeste pas. C'est vraiment, en fait, ça va très très loin. Hein. Donc tout dépend effectivement le feng shui comment on l'aborde. Moi, je l'ai abordé au tout début comme une pratique comme tout le monde, et puis au fur et à mesure où je suis rentrée dedans, où j'ai évolué moi-même déjà sur moi-même, c'est quelque chose qui a traversé mes expertises et encore aujourd'hui, et le retour que j'ai des personnes que j'accompagne, mais m'apporte, mais on peut même pas s'imaginer. C'est, on va se dire merci Cécile, mais c'est 50-50, hein. C'est magique, c'est magique. Des fois, je me demande qui apporte le plus d'ailleurs. Non. On se met en question. C'est très satisfaisant quand on voit des gens qui. J'en ai des exemples hein, pendant le confinement de personnes que j'ai accompagnées qui avaient besoin justement, ils avaient le temps donc justement de rentrer dans ces aménagements, de pouvoir jeter, de pouvoir virer. Donc ça s'est fait par Zoom, ça s'est fait par téléphone. Et là, c'était hyper intéressant parce que le corps étant au repos, le mental étant mis de côté, alors là, le travail qui s'est fait, c'est autre chose, quoi. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. On touche au cœur de la chose, au cœur du sujet. Je l'expérimente moi-même, donc je peux en parler. Mais oui, c'est pour ça d'ailleurs que nous t'avons invité ce soir, parce que cette expérience personnelle, cette expérience holistique, la manière dont tu en parles, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Tu as, comme je l'ai dit, l'habitude de faire des conférences, de recevoir des gens, d'être en présentiel aussi. Donc c'est quelque chose qui te nourrit depuis un certain temps, et il
y a tout intérêt ce soir à nous le faire partager parce que je pense que tu peux impacter nos chers auditeurs qui sont très, très contents de t'avoir parmi eux, parmi nous. Merci. Et donc, voilà, c'est ce que je lis. Et puis des questions aussi déjà un petit peu sur la différence, par exemple, nous dit Mylène, bonsoir Mylène d'ailleurs, quelle différence avec la géobiologie? Ah oui, alors oui. Alors, la géobiologie et le feng shui, en fait, c'est très complémentaire. Le feng shui va s'occuper de traiter ce qui se passe sur la maison et dans la maison, et au niveau de ce qu'on appelle les cercles concentriques, c'est-à-dire le jardin, puisqu'on s'occupe aussi du feng shui des jardins, et de voir l'environnement qui est autour, au niveau des montagnes, au niveau des routes, au niveau de beaucoup d'aspects, quoi, qui peuvent être des apports positifs ou alors des pollutions énergétiques. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup. Hein. Et la géobiologie va s'occuper de traiter alors ce qu'on appelle les pollutions magnétiques. Donc, ça peut être tout ce qui est antenne, tout ce qui est, comment dire, au niveau des failles, au niveau du sol, au niveau du réseau Hartmann. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment, je dirais, beaucoup plus souterraines et qui sont aussi importantes quelque part, parce que c'est vrai que si on met un contenu dans un contenant qui n'est pas très fiable, bah, le résultat sera moindre. Donc, c'est deux pratiques qui sont différentes, mais qui sont complémentaires. Alors, on peut faire le choix, effectivement, avant d'emménager, de trouver un terrain. Il y a des géobiologues, il y en a largement, hein, qui vont justement sonder le terrain pour voir où est-ce qu'il y a une veine d'eau, qui vont voir où est-ce qu'il y a une faille et où est-ce qu'il y aura justement des perturbations énergétiques et qui diront, bah voilà, écoutez, ce terrain, il est bon, ce terrain n'est pas très bon. Ou alors, si vous construisez, essayez de bâtir votre maison. Je ne parle pas des normes, hein, ça c'est encore autre chose. Entre cette partie du terrain pour avoir les meilleures influences. Et ça, c'est vraiment une différence à faire. Et c'est complètement complémentaire, absolument. C'est même, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel. Donc, un bon géobiologue, c'est sûr que c'est bien utile, quoi. Mais tu travailles alors tu fais de géobiologie ou est-ce que tu travailles avec des géobiologues aussi? Alors, moi, toi-même, tu es géologue? Non, je ne fais pas de géobiologie, j'ai pas assez de temps. Par contre, j'ai des amis effectivement qui pratiquent et qui renseignent effectivement sur les fondations et puis comment effectivement trouver le lieu idéal. Aujourd'hui, je crois que le lieu idéal, de toute façon, il est très difficile à trouver. C'est vrai que le feng shui, dans l'observation, ça remonte quand même des pratiques qui sont de 4000, 5000 ans. Hein. C'était des disciples en Chine qui partaient pendant des années pour trouver le lieu idéal et construire les cités impériales. Une fois qu'ils avaient trouvé les lieux, ils construisaient. Maintenant, la dimension de la Chine, c'était déjà par rapport à la France immense, mais c'était aussi dans des époques où il n'y avait pas les antennes relais, il n'y avait pas la 5G, il n'y avait pas tout ça. Donc, je dirais que l'approche du feng shui dans son raisonnement reste toujours le même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut essayer de tirer son épingle du jeu dans un monde qui est complètement différent. Donc, appliquer justement des règles de généralité, oui, mais il y a tellement de paramètres aujourd'hui qui viennent interférer que, voilà, avec un esprit aussi occidental, ça demande de voir les choses autrement. Et c'est très, très bien. Complètement. Et là, en plus, là où je trouve la pertinence de cette pratique, le feng shui, on a parlé du contexte du confinement, j'aimerais en reparler un petit peu avant qu'on continue sur la vibra, c'est que au bout du compte, on a passé énormément de temps chez nous. Donc, tu as parlé d'introspection, de choses qui ont pu nous bouleverser chez nous, parce qu'on était, au bout du compte, dans cet état chez nous, on ne peut pas sortir. Et c'est le fait de rester dans son chez-soi, on ne le voit plus de la même manière. Parfois, on peut vraiment ne plus se sentir à l'aise, on a envie de changer des choses, et puis on ne comprend pas pourquoi. Ou au contraire, j'imagine que ça a dû vraiment être un moment où tu as dû avoir beaucoup de personnes qui t'ont demandé conseil. Oui, des personnes que j'accompagnais, donc qui ont profité. En plus, c'est vrai que, de toute façon, ça fait partie du processus d'accompagnement. Mais c'est vrai, c'était très favorable. Et en fait, c'est ça aussi, moi, qui m'a déclenché l'envie de faire quelque chose particulièrement autour des objets, du tri et du rangement, parce que moi-même, j'ai été confrontée. J'avais besoin de pousser les meubles, j'avais besoin de sortir parce que je suis quelqu'un qui est toujours dans la nature. Donc là, forcément, confiné en ville, c'était extrêmement difficile. C'était même très, très douloureux. Hein. J'ai dû apprendre à me ressourcer à l'intérieur. Alors, j'ai largement de quoi faire pour apprendre à me ressourcer, mais malgré tout, c'est des épreuves qui me demandent d'aller puiser une force à l'intérieur profonde
on va la chercher en soi, puis on va la chercher aussi ailleurs, dans ce qui vient vers nous. Donc, c'est vrai qu'être confiné, c'était soit on est confiné et on le vit comme un sacerdoce, ou alors on arrive à déclencher quelque chose dedans qui nous permet de se poser, de se mettre dans un mode d'observation où on perçoit son environnement non plus par automatisme, mais avec un regard plus tranquille, plus posé, plus reconnaissant même. Parce que la peut avoir un toit au-dessus de sa tête et une maison où on dort, mais tout le monde n'a pas cette chance. Des choses aussi simples que ça. Et puis c'est rentré dans une gratitude qui est énorme. Donc voilà, donc moi c'était un peu un bilan que j'ai fait. Et c'est vrai, j'ai commencé à ranger ma maison, mes paniers, pourtant c'est très minimaliste chez moi, il faut se déménager justement. Et je suis retombée justement sur des objets, des choses que j'ai gardées. Pourtant, mon appart est feng shui, bien sûr, hein. Mais j'ai vu quand même ce qui traînait dans des trucs. J'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai gardé ça. Et là, j'ai commencé à faire un sacré tri. Et là, j'ai appris. Et là, ça m'a fait rentrer dans une dimension justement qui sera le thème de l'atelier d'après, de tout ce qu'on garde dans notre intérieur par habitude, qui nous alourdit. On a envie de s'en délester, mais on n'y arrive pas. La question, c'est pourquoi. Alors, on va toujours trouver des raisons qui sont oui, mais j'ai pas, oui, mais si, oui, mais ça. De toute façon, le sujet parle à tout le monde, hein. Mais derrière, c'est autre chose qui nous retient. Et c'est ça qu'il faut aller creuser. Parce qu'une fois qu'on arrive à prendre conscience, forcément, l'objet dont on va se délester, mais hop, ça se fait facilement. Et là, on trouve l'énergie pour le faire. Mais il faut trouver le nœud à l'intérieur. Donc, c'est vrai que ce confinement, c'était très intéressant pour ça. Wow. Merci. Non, mais complètement. Et puis, du coup, tu parlais d'énergie tout à l'heure, tu en as reparlé encore. Est-ce qu'on peut mettre des énergies dans nos objets? Est-ce que quand on peut, est-ce qu'il y a il y a des choses qu'on transmet dans les objets? Oui, oui, bah, l'objet déjà en lui-même transmet énormément de choses et d'informations en termes de matière, de vibration, de symbolique, de lien. Donc ça, c'est l'objet de l'atelier d'après. Mais on peut aussi bien sûr y mettre notre énergie parce qu'un lieu de vie comme un objet nous donne, mais on lui donne en retour. Donc finalement, c'est l'interaction de deux énergies qui se nourrissent l'un l'autre, qui parfois se contredisent, qui sont complémentaires, qui se contrôlent, où il y a de la lutte. Et en fait, on baigne dedans. C'est un peu comme des cercles concentriques, quoi, ou des cercles, les intersections, là, quand on faisait à l'école avec les petits paquets de bonbons, là, où sont les rouges et les bleus. C'est une image qui m'est restée. Et en fait, au cœur de ça, c'est là où on se trouve. Donc, la maison nous donne, mais si on ne sait pas la décoder pour apprendre ce qu'elle nous donne, inconsciemment, on rentre dans une espèce de lutte. Et c'est ça, justement, que le feng shui permet d'identifier, d'aborder. Parce que la maison, il y a des maisons, souvent, je me souviens, on parlait, oui, mais les maisons, c'est toutes des maisons, comment dire, allez, des maisons à problème. C'est pas que la maison, elle a un problème. Des fois, il y a des énergies qui sont forcément à nettoyer. Ça, c'est une évidence avant toute chose. Mais c'est parce que la maison, elle a un corps et elle dit à chaque personne qui rentre, moi, mon corps, ma personnalité, c'est ça. Je te propose de faire une expérience. Donc, tous les gens qui vont rentrer dedans, en global, vont avoir quand même une trame de vie qui sera souvent la même. Et souvent, j'ai vu effectivement des expertises, des gens, tous les ans, hop, c'est la boucle. Au bout d'un an, tout le monde part. Ou les gens divorcent, ou les gens se séparent, ou il y a des problèmes de travail, etc. Donc, effectivement, on voit qu'après, il y a un problème. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui arrive et qui décide de casser un mur, de faire une extension. Crac, ça y est. Le mauvais circuit est interrompu. Il y a quelqu'un qui est venu interrompre le cycle qui dysfonctionnait. Donc, la maison, c'est vraiment justement cette conscience, pour moi, que j'appelle chamanique, c'est de prendre conscience que c'est pas seulement des murs, que tout est matière, que ces matières, elles vibrent à des niveaux différents et que tout ce qui compose notre maison, ça vient de la terre. Il n'y a rien qui nous appartient. Comme disent les Amérindiens, tout nous est prêté. Et c'est vrai. C'est vrai. Notre corps, même notre corps, notre propre corps. Bah, notre propre corps nous appartient, mais après, de toute façon, c'est un vêtement qu'on va laisser quand on va partir. Donc, finalement, c'est ça ce lien dans le feng shui que j'aime expliquer, c'est qu'on a notre demeure à l'intérieur et notre demeure à l'extérieur, que l'un et l'autre sont liés. Donc, un bon feng shui en place à l'extérieur va favoriser l'énergie du corps, mais il faut aussi avoir un feng shui dans la tête. Quelque part, le plus important, c'est lequel? Celui qui est dans la maison, celui qui est dans la tête.
Moi, je dirais celui qui est dans la tête parce que l'esprit est plus fort que la matière. Donc, la matière, donc, un état d'esprit, il y a des personnes qui n'ont pas forcément de feng shui en place chez eux et qui sont, voilà, ils ont des professions, du boulot. Peut-être que sur ce plan-là, ça va bien, mais peut-être que sur d'autres, ça va pas bien. Complètement. Waouh, c'est vraiment génial ce que tu dis et vraiment inspirant. J'ai un milliard de questions qui me viennent, pardon. Mais après, j'imagine que tu voulais entrer un peu plus, dans les détails sur, la dimension chamanique. Peut-être que tu voulais nous faire part davantage de choses, donc j'aimerais aussi te laisser cet espace-là pour le faire. On aura, j'imagine, d'autres questions qui vont, se greffer, suite à ce que tu nous diras aussi et puis surtout, tu as fait référence plusieurs fois aux ateliers, à l'atelier plus exactement, eh bien, on rentrera aussi dans le détail de ce que tu proposes, par la suite. Tu veux bien? Oui, je veux bien, absolument. Alors, on t'écoute alors sur cette, vision chamanique. J'aimerais bien que tu puisses nous en dire peut-être un petit peu plus et enfin, ou du moins ce que tu souhaitais nous faire partager ce soir. Pour moi, la dimension chamanique, c'est vraiment, comment dire, un état d'esprit qui vient se poser dans un espace. Alors, qui peut être un espace de voyage, parce qu'on peut voyager à l'intérieur de sa maison, à l'intérieur de son propre corps. Donc, tout est une question d'ouverture, de dimension de perception. Mais en lien avec le feng shui, c'est aussi parce que le feng shui, dans les temps bien anciens, ça reste une pratique chamanique. C'était des initiés qui sont allés sur les montagnes, qui ont reçu cette connaissance, qui est en lien justement aussi entre la terre et le ciel. Donc, c'est quand même pas une petite chose. Et pour l'anecdote, il faut aussi savoir qu'on raconte, alors, c'est le côté légende, mais c'est le côté finalement qui est très incarné, puisque c'est dans la pratique même du feng shui ce qu'on arrive à décoder. C'est qu'un jour, il y a une tortue qui est venue au bord de l'eau, et quand elle est sortie de l'eau, en fait, sur sa carapace, il y avait le nombre de cases, on va dire, qui correspondent justement. Je crois que je l'ai ici, ma petite tortue là. Non, je l'ai pas ici. Qui correspondent à cette étude du Pakwa, avec ses chiffres, avec ses orientations cardinales, avec ses dimensions psychologiques, avec les couleurs, les matières, etc. Donc en fait, ce qui était en haut est comme ce qui était en bas. Et les points qu'on trouvait justement sur cette tortue, qui étaient en fait des points de constellation, étaient exactement en accord avec le ciel. Et l'homme se situe finalement au milieu. Donc ça, c'est vraiment, et c'est ce qu'on appelle le loshu. Le loshu, c'est, je vais le montrer parce que c'est cette petite boussole là, OK. qui est très complexe parce qu'elle est chinoise, elle demande d'être décortiquée, et qui reste vraiment le point d'appui de l'étude du feng shui. Donc, quand on rentre dans cette dimension chamanique, d'écoute de ce que nous dit la terre et des courants dont nous parle le ciel et ce qui vient murmurer à nos oreilles, on rentre dans une phase qui est vraiment d'écoute et de centrage, où le mental doit être mis de côté. Et c'est là justement que je parle de cette dimension chamanique, parce que ça connecte l'homme dans ses racines les plus profondes. Et ça relie finalement, soit dans la culture taoïste, à la culture, comment dire, des Indiens d'Amérique, des Indiens Shipibo en Amazonie, comment dire, des aborigènes, des Maasai, enfin, c'est toujours la même chose derrière. C'est l'écoute de la terre et de ce qu'elle a à nous dire. Et aujourd'hui, je trouve que c'est tellement essentiel de pouvoir regarder les choses de cette façon-là, parce que si on les perçoit de cette façon-là, le regard qu'on va avoir sur notre environnement, c'est un regard qu'on va déjà poser sur nous-mêmes, parce qu'on comprend, mais c'est un regard qu'on va poser sur tout ce qui est dans notre habitation. Et on ne va pas regarder les objets ou le canapé ou la petite décoration sous le même angle. On va rentrer dans un univers qui va très loin. Et on ne va pas seulement s'arrêter à la vision limitée d'un objet. Un objet, ça va être pour moi un point d'entrée qui va permettre de voyager dans des dimensions de vibration, de matière, de couleur, de symbolique, mais aussi dans une dimension avec soi-même. Et c'est ça qui est passionnant. C'est ça qui est passionnant. Sachant aussi qu'une maison, elle a des ouvertures, elle a des fenêtres et qu'elle est baignée dans des vibrations toute la journée. Moi, je donne l'exemple de mon salon, j'ai le sud et le sud-est. Le sud et le sud-est, ce sont des vibrations qui amènent du dynamisme, l'envie de réussir, l'envie d'avancer.
Après, ça demande aussi de trouver une bonne assise, parce que sinon, on va partir dans tous les sens. Voilà. Et puis, l'énergie du Nord va être carrément l'inverse. L'énergie du Nord, c'est l'introspection, c'est l'écoute de soi, c'est l'ancrage, c'est la constance. Et quand on regarde effectivement l'énergie qui va venir baigner une pièce, cette énergie-là, elle est en lien avec une orientation cardinale, mais elle est en lien avec une saison. Et cette saison-là, elle est expliquée dans le Feng Shui. Et ça, c'est la partie que je préfère parce qu'on parle de la nature, on parle de l'Ouest qui va être cette dimension d'automne, de lâcher prise, ou alors on va vraiment apprendre à gérer ce qu'on a et on va commencer à faire moins d'efforts parce que le corps doit se préparer pour passer l'hiver. Et là, il faut attendre patiemment. Donc finalement, si on regarde bien, même dans nos vies, on vit à contrario de tous les rythmes. Déjà, le rythme biologique est perturbé parce qu'on a un changement d'horaire complètement débile. C'est difficile de rentrer dans l'automne pour beaucoup. Il y en a, c'est difficile de rentrer dans le printemps parce que c'est comme des énergies très contrastées. Et puis, derrière tout ça, il y a tout ce rythme qui accompagne. Et ça, qu'on le veuille, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, on le sent. Voilà. Donc, des fois, on me dit, mais le feng shui, t'y crois? Ben, je dis oui, bien sûr, à part que c'est mon métier. Mais moi, je leur pose la question, comment dire, le printemps, vous y croyez? Et, bah oui, bien sûr. Ah, bah, voilà, vous y croyez parce que vous voyez des petites feuilles vertes. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'énergie. Les oiseaux, ils se prononcent, ils commencent à chanter ou à partir avant même que nous on le sente. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le mental, qu'ils sont dans des vibrations d'énergie où ils savent que le printemps arrive. Les oiseaux migrateurs, ils suivent les courants. Pour moi, le feng shui, c'est ça, cette dimension chamanique, c'est ça, c'est voyager à travers tous ces courants, à travers les animaux aussi qui sont présents et écouter, mais vraiment la terre dans ce qu'elle a à nous dire. Et si on fait ça, ben, on se découvre à l'intérieur des dimensions mais qui sont extraordinaires. Et ça, on peut arriver à le poser dans sa maison. Donc forcément, ça devient un espace de ressourcement qui est magique. Parce que c'est ce qui est au plus proche de nous et qui nous correspond vraiment. Complètement. C'est très, très inspirant ce que tu me dis ce soir. J'aimerais te faire part des retours de certains auditeurs. Parce que j'étais un petit peu concentrée par tout ce que tu disais et j'étais en accord. Ça rebondissait sur un certain nombre d'expériences quand tu as parlé notamment des animaux, avec les tortues qui partent et qui retrouvent leur chemin quelques années plus tard pour aller, enfin non, une année plus tard pour revenir pondre leurs œufs. C'est toujours très étonnant. Alors on a Valérie qui nous dit: bonsoir, moi c'est le contraire, je n'ai aucun objet de mon passé, ni photo de moi enfant, ni de la famille, aucun objet de mon père parti, un seul objet de ma mère. Ah, il y a la suite peut-être, on a une virgule, je ne sais pas. Oui. Ma mère partie, rien de ma grand-mère partie également. Ok. Et oui, alors du coup, pourquoi je mets ce post aussi? Parce que j'aimerais qu'on rebondisse sur les ateliers, qu'on a parlé d'objets. C'est aussi la thématique de ton atelier. Si tu veux bien, prendre le temps d'expliquer ce qu'on va vivre sur la deuxième partie de la Vibra conférence, donc l'atelier. Cécile. La deuxième partie, en fait, c'est, voilà, comme le sujet, le feng shui, c'est un sujet qui est très vaste. Qu'il y a tellement de choses qui sont dans les livres, quand on va aborder, je dirais, l'approche de façon générale, je me suis dit, le mieux, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Rentrant dans le vif du sujet, c'est aussi partager l'expérience que je fais tous les jours auprès des clients, avec moi-même aussi, entre moi-même et moi-même. Et c'était de me dire, par rapport aux objets, justement, il y a énormément d'informations. Donc, quand on met son feng shui en place, de façon assez générale, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu ou qui en ont entendu parler, on va savoir qu'il y a des secteurs de l'habitation qui favorisent certaines couleurs, certaines matières, justement pour générer une bonne énergie, que certaines matières entre elles ou certaines couleurs vont être contradictoires. Donc, ça va créer un conflit ou un contrôle dans l'énergie. Et c'est des énergies qui sont subtiles. Tout dépend si c'est de la matière, tout dépend si c'est une couleur, tout dépend si c'est une lumière, etc. Et dans ces objets-là, on va pouvoir les poser dans certains secteurs, soit parce que c'est en lien avec la matière, du lieu, je dirais, de l'espace, mais aussi dans l'air symbolique. Après, on accumule des choses dans la vie, ô combien, et puis après, on ne sait plus quoi en faire. Je me suis dit, partir sur quelque chose qui est concret et qui, à travers un objet dont je pourrais présenter pendant l'atelier, qui va servir de support, c'est d'expliquer
comment justement un objet contient plusieurs informations. Il y a des informations qui sont objectives, il y a des informations qui sont subjectives. Et puis comment avec ça, on arrive à départager et à se dire, OK, finalement, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment j'arrive à le lâcher? J'en ai besoin? J'en ai pas besoin. Je le garde, mais je le garde pourquoi? Ah, je le garde, oui, mais c'est belle-maman qui me l'a offert. Bon, voilà, en fait, des choses comme ça. Et puis, c'est comme ça qu'on accumule les choses. C'est comme ça aussi qu'on accumule les affaires, peut-être des copains ou des enfants qu'on garde parce que bah, ils n'ont pas de lieu, etc. Et alors, je dis pas qu'il faut pas rendre service, mais il y a un moment, il faut aussi apprendre à se délester de choses. Et le lien le plus important, justement, par rapport à nos objets, c'est l'histoire qui contient et c'est le lien affectif qu'on tisse avec lui. Et c'est ça qui, bien souvent, fait qu'on n'arrive pas à se détacher et à se délester. Parce que c'est une part de nous qu'il faut aller regarder. Et c'est cette émotion dedans qu'il faut lâcher. C'est cette énergie. Et j'en parle parce que je l'ai pratiqué pendant 2 mois et demi de confinement. J'ai pratiqué la semaine dernière et j'ai fait des expériences extraordinaires. Ne pouvant pas pousser mes murs, ne pouvant pas déménager, bon, bah, j'ai déménagé à l'intérieur. Et quand le moment est là, ça se fait tout seul. Donc, l'intention qu'on va mettre dans nos choses, que ce soit pour aménager ou pour lâcher les choses, le plus important, c'est ça. Il faut être bien avec l'objet ou sans l'objet. Être économe. Ça, pour moi, c'est le plus important. Et ça, c'est un cheminement, c'est sûr. C'est se dire que je peux être heureuse avec ou sans ça. Voilà. Donc, c'est un peu l'objet de l'atelier, finalement. C'est ça. On va faire le ménage aussi, très rapidement. On va faire des choix, on va faire le ménage, grâce à toi aussi, Cécile. Alors, on a une question, merci d'ailleurs. On a une question de Céline, une question assez technique. Justement, oui, parce que tu parlais des points cardinaux. Moi, ça m'a fait penser à la roue de médecine, tu sais. Enfin bon. Donc, du coup, Céline te pose une question. Cécile applique-t-elle les mêmes règles pour l'hémisphère sud? Exemple, nord lié à l'eau et le secteur travail. Plus loin, elle nous écrit, dans l'hémisphère sud, le soleil passe par le nord, alors que c'est le sud en France, par exemple. Ah oui. Alors, si je crois comprendre la question, oui, c'est intéressant. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Il y a des pratiques qui peuvent évoluer. Je ne saurais pas trop quoi en dire. Moi, je reste sur vraiment l'application de base. Je vais répondre à Céline, justement. C'est quand j'ai commencé, je pense que ça va lui parler, c'est qu'avec, il y a plusieurs écoles en feng shui. Il y a le feng shui de la forme, le feng shui de la boussole, et il y en a d'autres encore. Quand on s'intéresse au feng shui, on va souvent utiliser le feng shui de la forme qui a pris le nom souvent de feng shui occidental parce que c'est le nom qui a été donné par des personnes qui avaient créé une façon d'aborder le feng shui. À savoir que le feng shui de la forme, ça va traiter de la topologie, du terrain, des climats, de la forme des continents, etc., etc. Et de savoir, par ces formes, comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en place des choses dans sa maison. Donc, ça serait vraiment par rapport à la structure de l'espace, positionnement du lit, positionnement du canapé, comment bien travailler, etc., etc. Et comment les courants qui passent, donc aussi au travers de la maison, influencent les espaces où on est assis pour se concentrer ou pour bien dormir, etc. Donc ça, c'est une chose. Et dans cette école-là, on parle d'un or, un or qui est créé, un or qui n'est pas un or pris avec une boussole. Hein. Donc c'est un calcul qui se fait par rapport à la porte d'entrée où on va déterminer que la porte d'entrée, c'est la porte d'entrée, et que sur ce mur-là, le tiers central va être le nord, cardinal. Voilà. Mais quand on pense à boussole et qu'on se met dans la pièce, bon, on va se rendre compte que c'est l'ouest. Ah, problème. Et c'est là que, quand j'ai commencé ma pratique du feng shui, j'ai pratiqué le feng shui de la forme parce qu'on l'utilise aussi hein, quand on travaille avec la boussole. Mais j'en suis revenue, et ça ramène à ce que tu disais par rapport à la roue de médecine. Parce qu'en fait, le feng shui, c'est une roue de médecine, c'est la même chose. Puisque l'acupuncture traite avec cette réflexion-là, c'est que c'est la même chose. Et je suis revenue donc en apprenant et en approfondissant et en me formant davantage à l'école aussi de la boussole. L'école de la boussole hein, qui va dire, on se met au centre de la pièce, bon, évidemment, il y a des calculs qui se font, et selon ce que me dit ma boussole, bah, si mon or est au nord, tant mieux, parce que ma boussole le confirme, mais peut-être que c'est le sud. Donc, je tiens compte de la vibration qui vient vers moi. Donc,
c'est intéressant ce qu'elle souligne comme question parce que pour avoir vécu effectivement en Amazonie, ben, dans l'hémisphère sud, c'était différent de voir qu'effectivement l'eau, quand elle s'évacue, en fait, elle s'évacue dans l'autre sens. C'était des choses toutes bêtes. Et de se dire, les étoiles, c'est vrai que c'est pas les mêmes qu'en France. Bon, là-bas, c'était des constellations extraordinaires, comme il n'y avait pas non plus trop d'éclairage, la nuit, c'était magnifique, quoi. Mis à part le mis à part le bruit des motocars, mais bon, ça c'est petit. Mais c'était très intéressant, effectivement, d'observer. Mais malgré tout, j'ai toujours tenu compte, effectivement, de la boussole. Voilà, la boussole, le nord. Et comme on dit souvent, ne pas perdre sa boussole, ne pas perdre le nord. Je trouve que c'est la base. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a peut-être une école qui est en train de dire oui, avec le changement des pôles, etc., qui peut venir. Alors le feng shui. Mais ça, je trouve que c'est un côté justement très mental, humain, qui a besoin toujours de venir, pas forcément se réadapter, mais rajouter quelque chose sur quelque chose qui est naturel. Et pour expérience, moi, quand j'ai commencé à retravailler mon feng shui de la forme et que je l'ai vraiment retravaillé avec la boussole, bah, j'ai découvert des choses dans ma maison que je n'avais pas vues avant. Hein. Voilà, parce que je l'ai regardé vraiment avec ce côté de médecine traditionnelle chinoise qui me dit, en termes de point d'acupuncture, là, ça va pas. Là, ça va pas. Et étonnamment, quand j'ai réaménagé Feng Shui, mais j'ai senti en moi une roue qui a tourné. Et même mes amis, quand ils sont arrivés, j'avais rien dit dans l'appartement. Ils sont rentrés, ils ont fait waouh, attends, t'as tout changé. Mais c'était pas c'était dans l'énergie. Ils rentraient dans une nouvelle roue de médecine. Et c'est ça qui c'est. Donc, ce qui est important, c'est on salue le Nord. On salue le Nord, on salue les ancêtres, on salue les anciens. Le Nord, c'est l'esprit du Nord. Et on ne va pas créer quelque chose que le mental a besoin de créer, soit parce que ça l'arrange dans ses aménagements. Non, on reste sur la valeur des choses et ce que la terre, est-ce que la création et l'énergie, la conscience manifestent. On ne va pas rajouter son grain de sel sur des choses sur lesquelles on n'a aucune maîtrise. La nature est plus forte que nous. Hein. Bien sûr. De toute façon. Voilà, j'espère avoir répondu. Je me suis un peu étendue, mais très bien. Je vais rebondir finalement sur le début des pratiques. Et c'est vrai que c'est très important de garder ce nord cardinal et de ne pas perdre son nord. Ça, c'est sûr. Merci Cécile pour cette réponse étoffée et d'ailleurs qui me fait encore réfléchir et l'envie de te poser des questions à travers cette roue de médecine qui se renouvelle. Je me dis qu'effectivement, eh bien, le feng shui, c'est quelque chose qui est aussi en perpétuelle évolution. Donc notre habitat, quand on fait le choix, c'est une question là que je te pose, quand on fait donc cet état des lieux et qu'on choisit certaines choses, quand est-ce qu'on va être amené à changer? Est-ce que c'est parce que nos énergies ont changé, on a vécu des choses difficiles? Comment à un moment donné, on se retrouve à refaire des changements? Parce que ça reste pas figé, si j'ai bien compris. Les choix qui se font. Et c'est intéressant la question parce que souvent, je me souviens d'une dame qui m'avait dit, mais alors finalement, il faut changer de maison tous les 4 matins. Ouais. Non, il ne faut pas changer de maison tous les 4 matins. Mais une fois qu'on a, par exemple, on intervient dans une maison et on vient mettre des choses en place. Moi, ce que j'apprends à la personne, c'est de s'approprier sa maison, de comprendre comment elle fonctionne. Comme je vais faire connaissance avec une amie. Il y a un corps, il y a une énergie, il y a un état d'esprit, il y a des qualités, il y a des défauts. C'est la même chose, on parle d'une entité. Donc cette maison va faire quelque chose. Une fois qu'on l'a abordée, qu'on la comprend mieux, alors on l'accompagne elle et on s'accompagne soi parce qu'en fait ça nous sert de miroir. Et ça c'est implacable, implacable. Et dans la structure corporelle, la structure corporelle va rester la même. Mais tout ce qu'on va mettre en place à l'intérieur pour faire que les organes qui sont liés aux chambres, au salon, à la cuisine, se remettent en place et créent une synergie les uns avec les autres, forcément, ça va réorienter les courants. Donc, ça va venir soigner l'intérieur de la maison. Si ça soigne l'intérieur de la maison, ça va soigner la personne qui y vit. À partir de ce moment-là, le corps reçoit les énergies et à ce moment-là, soit on reste dans la maison, il y a des choses qui peuvent évoluer, mais soit c'est un déménagement qui se profile parce que la personne qui fait intervenir un consultant feng shui, c'est
c'est qu'il y a une quête derrière, il y a une demande. Soit un intérêt, soit un mal-être, soit une situation difficile. Et donc, cette boussole, on va placer la personne au cœur de cette full médecine dont on parle et on va lui permettre de déclencher un mouvement dans sa vie. Donc, soit le déménage, soit le passer à autre chose. Voilà. Ok. Après, on n'est pas forcément obligé de faire énormément de changements, mais j'imagine qu'au fur et à mesure du temps, quand on chemine, même si on fait des états des lieux, qu'on place des choses bien comme il faut, qu'on met des énergies qui circulent correctement, c'est des choses qui peuvent quand même évoluer avec le temps. Il y a des gens qui peuvent entrer dans la maison et donc à partir de là, vivre avec nous, qui peuvent donc du coup changer aussi la typologie. Tu vois, Oui. des enfants qui arrivent, tu vois. Oui, c'est souvent la question qu'on pose, mais alors quand on a un mari et que par exemple on a des typologies différentes, alors en rigolant, je leur dis on dort tête bêche. Okay. Alors la tête ici, la femme ici. Non, justement, on apprend à regarder quelles sont les typologies et comment on va permettre de mettre la personne dans une orientation qui va la nourrir. Si on peut avoir cette orientation favorable en la plaçant dans la chambre, on prend la chambre, mais peut-être que la femme aura besoin, elle, de la salle à manger. Donc, on regarde, on décortique les choses. Et ça permet de placer chacun dans une position qui sera bonne pour elle. Mais c'est vrai, dans une maison, souvent, il y aura une personne qui sera plus touchée que l'autre. Ça, c'est évident. Et généralement, ça manque pas. Et c'est la personne, justement, qui a besoin d'être accompagnée, qui est peut-être plus fragilisée sur quelque chose. Et la maison va l'aider, enfin, les aménagements dans la maison vont l'aider, justement, à retourner la situation et à l'accompagner dans un changement et à moins le subir. Le feng shui ne règle pas tout, hein. C'est pas la baguette magique, comme aussi j'ai cru au départ, hein, mais j'avais vraiment l'impression de faire de la magie, ce qui était le cas. Mais en fait, c'est aujourd'hui que je me rends compte que je fais de la magie. Parce que c'est toute l'intention qu'on y met, quoi. Donc, c'est possible, effectivement, bien sûr, d'aménager les choses et de faire en sorte que ça convienne à la maisonnée, parce qu'on traite d'une famille. Hein. Il peut y avoir 1, 2, 3 enfants, ou une mère célibataire ou autre. Et puis tout ce petit monde, il faut le mettre dans une énergie qui est favorable, quoi. Waouh. Comme le dit, voilà, je vais te poster le petit commentaire de Céline que je partage. Merci Céline. Elle est satisfaite des réponses alors. C'est ça, exactement. Olivier me dit aussi, que penses-tu du maître des lieux? Est-ce que tu connais ça? Le maître des lieux, il veut dire... Chez moi, le maître des lieux me parle. Elle s'appelle Lily. Le maître des lieux a donné l'endroit du centre de soins pour les élémentaux. Donc le feng shui là-dedans. Question. Le maître des lieux, Lily, c'est qui alors? Mais justement, je ne sais pas. Peut-être nous en dire un peu plus, Olivier, pour qu'on puisse répondre à votre question. Ah, ça. Peut-être. En tout cas, ça me fait rebondir sur la polarité, justement, des animaux qui, dans une maison, sont très importants. C'est-à-dire que le chat, c'est un animal qui est lunaire, hein, très intuitif, vraiment dans l'astral, hein, entre deux mondes. Ils ne dorment pas, ils sont très, très conscients. Ils vont se mettre sur des points négatifs. Et justement, quand on n'est pas bien, la plupart du temps, ils viennent nous faire des petits câlins là où on a mal. Par contre, un chien, c'est un animal solaire. Et il est impossible de dire à un chien d'aller dormir sur un point qui ne convient pas. Donc, on peut mettre sa panière à un endroit. Si c'est pas bon pour lui, il va pas y rester. Alors, c'est pas la peine de le fâcher, de lui dire, allez, va coucher la niche, hein, le pauvre. Mais un chien gère l'énergie de façon complètement différente. Donc, c'est très intéressant, effectivement, dans une maison, en attendant qu'Olivier peut-être nous réponde, oui. Comment les animaux sont dans la maison et qu'est-ce qu'ils viennent montrer. Alors ça, c'est les meilleurs enseignants du monde. Et ça, justement, c'est très en lien avec le feng shui, puisque le feng shui parle aussi des 5 animaux dans le positionnement des énergies et du yin, du yang et comment les observer, bien sûr, bien sûr. Ça m'inspire aussi sur, tu entames sur les animaux. J'ai envie de te dire les plantes aussi qui nous accueillent beaucoup, qui nous donnent aussi une forme de vibration. Est-ce qu'il y a des types de plantes? Est-ce qu'il y a des endroits où les positionner? Est-ce que là aussi elles choisissent? Est-ce qu'il y a
Comment ça se passe avec les plantes, les fleurs, les éléments? Les plantes, bien sûr. Dans une maison, je trouve qu'une maison sans plantes, c'est une maison, ça reste une maison, mais c'est vrai que par la forme, c'est des formes qui sont douces, c'est des formes qui sont arrondies. Et c'est très important, effectivement, en feng shui, d'associer ce yin et ce yang qui est le principe masculin, donc tout ce qui est carré, structuré, rationnel, et l'aspect féminin qui est la rondeur, la douceur, l'accueil. Donc c'est vrai que les plantes amènent souvent par leur forme, si on n'a pas forcément d'objets qui sont sphériques ou d'autres, une harmonie entre ce yin et ce yang. Après, on pourra parler de plantes dépolluantes parce qu'elles vont favoriser forcément un nettoyage d'énergie dans la maison. Après, en feng shui, il y a effectivement des secteurs qui sont plus favorables pour les placer. Ce sera le secteur du bois, le secteur de l'Est, donc avec sa boussole. Parce que c'est un espace qui nécessite d'avoir du bois pour générer, se mettre en harmonie avec la saison du printemps, qui est l'Est, et le Sud-Est, pour l'abondance. Donc, il y a des zones, effectivement, feng shui qui sont plus favorables que d'autres, bien entendu, bien sûr. Merci, c'est génial. Alors, j'attends les retours d'Olivier qui continue de nous écrire, mais on aimerait en savoir un petit peu plus. Tu précises que c'est la maison elle-même et une très grande harmonie, c'est comme l'âme de la maison. Oui, d'accord. Et peut-être nous expliquer pourquoi Lily et nous donner un peu plus de détails. Mylène nous dit: «Pas possible d'avoir des plantes, mes chats les mangent». Les chats les mangent, bah zut. Bon, alors évidemment, bon, ils les mangent, c'est de l'herbe à chat, en fait, c'est ça, déguisé. Ouais, exactement, exactement. Évidemment, une énergie qui est vibrante, c'est toujours mieux que des plantes artificielles. Si l'énergie de la plante n'est pas là, on va favoriser effectivement l'élément ou la symbolique, parce qu'il y a aussi la forme. C'est l'énergie du bois. Donc, on peut mettre des fausses plantes. Il y a des fausses plantes à l'heure actuelle. Moi, j'en ai une chez moi. Les gens la voient, mais ils sont bluffés. Hein. J'avais qu'une grille, pourquoi pas? Si on a envie vraiment de mettre l'accent sur la décoration, mais du moment que c'est au bon endroit, c'est pas un problème. Hein. Ça. Et par rapport à Lily, donc Lily, ça serait le nom de la maison, si je comprends bien peut-être. Eh bien, je ne sais pas, figure-toi. En tout cas, il y a ce qu'on peut ressentir effectivement, si je comprends le sens de la question, il y a des choses qu'on peut ressentir effectivement dans une maison parce qu'on y est sensible, donc elle nous parle. Et ça, il faut en tenir compte. Après, c'est vrai que le feng shui va amener peut-être que ça sera justement l'adéquation avec ce qu'on ressent et avec ce que la maison réclame. Mais parfois, la communale, c'est elle qui m'a donné son nom. Ah bah, c'est bien. C'est une connexion alors. Et puis, il y a aussi des fois des espaces de vie, c'est comme dans notre corps, où finalement s'emmagasinent des signaux qui semblent être des bons signaux et finalement qui sont des mauvais signaux parce qu'on ne sait pas reconnaître, on ne sait plus reconnaître. J'en parle parce que je l'ai vécu moi-même. Donc au final, on va prendre des choses qui ne nous font pas du bien, mais on pense que ça doit être ça parce que le corps n'arrive plus à réagir. Donc, moi, je dis à Olivier que s'il se sent bien par rapport à cet espace où il est, à ce moment-là, c'est bon. Et puis, si le feng shui est en complément pour dire que c'est une pièce qui est favorable pour son activité, encore plus ou pas, ça resterait sur le gâteau. Donc, c'est vrai que le ressenti et l'intuition sont hyper importants, mais par rapport au feng shui, l'intuition ne suffit pas. Parce que dans notre intuition, souvent, il se loge beaucoup de choses. Et il y a des fois, dans ce que j'ai pu revoir de l'intuition, certains amis, gens qui me disaient, j'ai fait feng shui, j'ai senti que ci, que ça. Si je pars sur l'étude du feng shui, je dirais, non, là, je m'excuse, ça ne va pas. Parce qu'il faut expliquer. Il faut décortiquer la chose. Mais c'est pour ça que quand on rentre dans l'espace de quelqu'un, on rentre dans l'espace de l'autre. Donc, il faut être respectueux. Hein. On n'entre pas comme ça, oui, il faut changer ici, il faut faire ça. Hein. Non, il faut être... on est vraiment en osmose avec la maison, avec la personne. Donc, c'est vraiment... c'est délicat. Hein. On touche à l'intimité de la personne et faut prendre ça en ligne de compte. Quoi. Voilà. Donc, accompagner la personne avec ce qu'il y a de mieux et après, la laisser libre de faire ou pas le choix qu'elle veut faire. Ça, c'est forcément. Mais au moins, nous, on a dit ce qu'on a à dire. Oui, bien sûr. Et ce que je ressens aussi, au-delà du fait qu'on dise ce qu'on a à dire, j'ai vraiment l'impression dans ta démarche, il y a vraiment une démarche aussi presque de formation, c'est-à-dire que tu accompagnes.
tu es dans l'explication. Donc, il y a des choses que tu veux transmettre dans la manière aussi de faire appel à ses ressentis, à son intuition améliorée, ou du moins à une intuition qui est suivie d'un certain nombre de pratiques. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne repart pas juste avec des choix de Cécile, pas du tout. C'est au contraire revenir avec une manière de faire, comme une forme d'apprentissage, en fait. Ben, oui, parce que c'est vrai que c'est ma façon d'être. J'aime énormément transmettre et partager. Donc, pour moi, appliquer comme un petit soldat, c'est pas mon truc. Voilà. J'aime que la personne comprenne. De toute façon, les gens qui viennent à nous sont des personnes qui, surtout dans ce milieu-là, sont des personnes qui sont à l'écoute, qui vibrent aussi et qui viennent à nous parce que on va bien nous faire travailler quelque chose sur nous-mêmes. Ça, c'est implacable aussi. En résonance avec justement ce qu'on met en exergue de chez eux. Et ça, c'est vraiment bluffant. Hein. Des fois, j'ai fait des expertises en me disant, mais c'est moi que je parle. J'en ai fait une chez une dame qui s'occupait justement de remettre la maison de son papa en place avec la chambre de son papa parce que sa maman était partie. J'avais l'impression, à un autre niveau, de faire quelque chose pour mon père. Et c'est venu soigner quelque chose pour moi. C'était magique. Mais ça, il n'y a que moi qui le sais. Donc, c'est pour ça que je dis dans une pratique comme ça, ce que l'univers nous amène, voilà, c'est cadeau. C'est même un soin pour nous, quoi. Donc, tout dépend comment on regarde les choses. Donc, le côté pédagogique, pour moi, c'est vraiment important. Bon, la personne qui ne veut pas rentrer là-dedans, mais bon, elle est demandeuse, forcément. Donc, il faut être à l'écoute. On sent la personne qui a besoin de quelque chose de plus rationnel, et puis la personne qui est vraiment hypersensible, ou peut-être qui est très haut perché, on aide à la descendre. Et... Donc, c'est en fait une hyper-écoute de l'autre. Une hyper-écoute. Génial, ça me parle énormément. Et Céline alors juste avant peut-être qu'on fasse la bascule sur l'atelier, Céline nous dit: je serais ravie d'entendre des récits d'expérience, des exemples vécus de l'efficacité du Feng Shui de Cécile. Eh bien, c'est ce qu'elle était en train de faire. Vous en aurez davantage peut-être sur la deuxième partie, sur la partie atelier. Je vous invite et je vous encourage à nous suivre sur cette deuxième partie. Qu'est-ce que tu en penses, Cécile? On va basculer. Alors, j'explique juste à nos auditeurs comment ça va se passer. Pour tous ceux qui sont sur Facebook Live ou YouTube Live, qui ne sont pas sur le lien privé, c'est-à-dire tous ceux qui ne se sont pas encore procuré le pack du sommet, je vous invite via le lien que je vous donne maintenant à vous connecter sur ce lien-là. Vous allez avoir la possibilité de faire un don libre. Je dis bien un don libre, donc vous mettez le montant que vous souhaitez. Et vous allez pouvoir avoir accès à un lien privé sur lequel vous allez cliquer. Ce lien privé va vous permettre de suivre en live avec nous l'atelier de Cécile. Pour ceux qui sont déjà sur cet atelier, pas de souci, vous restez connectés avec nous. Et nous allons, d'ici quelques secondes, faire la bascule. Donc, on ne sera plus en public, nous ne serons plus visibles. Les seuls moments où vous pourrez nous suivre, ce sera donc via ce lien privé dans le cadre de l'atelier qui va maintenant se dérouler. Alors, est-ce que c'est clair, Cécile? C'est parfait. Ok, très bien. Alors, voilà. Dites-moi également, chers auditeurs, si vous avez bien eu le lien. Je vous invite aussi à l'ouvrir plus sur Chrome que sur Safari parce que parfois, ça bug. Et puis voilà. Donc, oui, et bien voilà, on va peut-être basculer. Juste pour ceux qui viennent de nous rejoindre, puisqu'on a encore des personnes qui nous rejoignent, comme Françoise, qu'on salue. Pourrais-tu juste peut-être récapituler l'atelier qu'on va suivre maintenant avec toi, Cécile, à travers ta pratique du Feng Shui? Comment est-ce qu'on va vivre ce soir? Un grand déménagement. Yes. Il est temps de ranger maintenant. On se déleste de l'ancien. Exactement. Le titre que j'ai donné à l'atelier, c'est Mémoire des objets. Et l'idée, c'est de prendre conscience que dans un objet, il y a une matière comment dire, qui est en lien avec le Feng Shui pour savoir où est-ce qu'on peut placer son objet, où est-ce qu'on peut pas le placer, etc. Et comment surtout le lien qu'on entretient avec cet objet, c'est quelque chose qui est aussi très subjectif. Et que dans cette dimension-là, il y a énormément de choses à décortiquer, surtout le lien affectif qu'on entretient avec l'objet, ce qui fait que la plupart du temps, on garde des choses pour les garder, on accumule, on traîne des boulets et après, on n'arrive pas à s'en défaire.
Parce qu'en fait, il faut retourner dedans, désamorcer le lien à l'intérieur pour pouvoir le lâcher. Et après, la manifestation, je dirais, dans l'aspect matériel, bah, ça va couler de source. Donc l'idée, c'est de regarder le côté objectif du feng shui et le côté subjectif. Et après, je vais vous donner une petite pratique que moi, je fais très régulièrement pour me délester de certaines choses en lien avec la terre qui prend soin de nous. Voilà. Donc, en lien avec tout ce que tu fais du point de vue chamanique. Oui, chamanique, c'est un grand mot, mais à partir du moment où on parle de la terre, pour moi, c'est essentiel. Génial, génial, génial. Écoutez, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez envie de nous rejoindre, eh bien, je vous invite sur cette deuxième partie. J'aimerais avoir vos retours, savoir si on va prendre aussi un petit temps avant de commencer l'atelier, hein, peut-être 1 minute ou 2, le temps que vous puissiez faire la bascule, que vous alliez sur le lien que je vous ai donné. Eh bien, faites-nous juste un petit OK, on arrive, voilà, comme ça on sait un petit peu où vous en êtes et qu'on puisse laisser un petit temps à tout le monde pour arriver. Merci beaucoup Cécile pour cette Vibra conférence. On va la continuer, hein. Restez avec nous, suivez-nous. Je vous ai mis le lien. Faites-nous un petit coucou et puis on va passer sur l'atelier. On va d'ici là 1 à 2 secondes, je crois même. Oui, ça y est, on est parti. On va y aller. Alors je déconnecte tout ce qui est public. Donc on va se laisser, mais on va se retrouver très vite. Pour ceux d'ailleurs aussi, juste avant qu'on se laisse, 2 choses. La première chose, si vous pensez que cette Vibra conférence peut être aussi intéressante pour d'autres personnes, je vous encourage et je vous invite à la partager. C'est une Vibra conférence que vous allez pouvoir aussi revoir et revoir, donc profitez-en. Et puis pareil pour les ateliers. Une fois que vous les avez à vie et vous pouvez donc repratiquer. Si vous avez besoin de revoir, réutiliser certaines pratiques proposées, que proposera Cécile ce soir. C'était la petite précision. Faut-il régler à nouveau pour aller sur le lien? Régler à nouveau, non. Une fois que vous avez réglé, vous avez un lien privé. De ce lien, pas tout entendu, c'est pas grave, Céline. Donc une fois que vous avez réglé, vous avez un lien privé. Vous cliquez dessus et vous allez voir que vous allez arriver directement chez nous en live. Voilà, j'espère avoir pu répondre à votre question. J'ai tout dit, je vous dis à tout de suite. Cécile, encore merci. On continue l'aventure. Je vous dis, ouais, je te dis à tout de suite.